Oui, exactement. Alors, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. C'est les sécuritaristes. Oui, doute d'ailleurs s'il... Allez-y, Monimasi, c'est la première question. Alors, ah, mais c'est quelqu'un qui gêne, attention. Attention, ce n'est pas une habitude pour les Keita. D'accord. Suleiman Keita m'entend. Ce sont mes oncles. Ce sont eux qui nous ont mis dans ça. D'accord. Alors, oui, le procès du 28 septembre prend une autre dimension, après une étape d'hibernation avec le huis clos. Et donc, c'est la comparution de François Lunson Fall. Alors, dites-nous, vous étiez au stade du 28 septembre. Expliquez-nous ce jour-là, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez vu les citoyens descendre, se faire abattre par les forces de l'ordre? Expliquez-nous un peu cette journée sombre. Vous étiez présent. Merci, M. Cissé. D'abord, permettez-moi de profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de l'âge Ousmane Fatako. L'âge Ousmane Balé sans loi. Exactement. Vous étiez ensemble à l'UFDG. Il n'était pas à l'UFDG, mais il défendait beaucoup l'opposition. Tout récemment, il nous a accueillis chaleureusement. Donc, vous savez tout ce qui appartient à l'UFDG. Dans sa demeure. Vous connaissez? Non, mais on connaît son titre, c'est le coordinateur ACP, c'est-à-dire Alliance pour le changement du progrès, pour présenter le parti à la coordination Ali Poulard. Sa mort nous touche à plus d'un titre et nous prions Dieu que son âme repose en paix. Amen. Je vais répondre à votre question. Vous avez vu, je suis habillé en noir. D'habitude, je suis en blanc pour des raisons que vous connaissez. Parce que ça me rappelle cette journée terrible. Sombre? Très sombre. Que j'ai vécu de bout en bout. Ah bon? Ça, c'est bien de ça. bout en bout. Comment? D'abord, j'ai quitté chez moi le 28 septembre pour ne revenir à 6h du matin, 6h moins le quart, pour ne revenir que le 29 septembre à 17h50. Et tout ce temps, j'ai vécu minute par minute tout ce qui s'est passé. Et comme ma mémoire de médecin m'est fidèle, je retiens exactement tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. J'ai accepté de témoigner ici chez vous, pas à l'audience, parce que mon épouse qui a souffert le martyre, et je vais immédiatement vous dire, la femme autour de laquelle les militaires se bagarraient pour déchirer ses habits, pour la mettre, c'est mon épouse. Oh. Je reviendrai dans les détails. Celle qu'on voit sur les réseaux sociaux, non? Exactement. C'est pour cette raison que j'ai accepté de témoigner chez vous ici. Non seulement, d'abord, je n'ai pas de haine, ni je ne crie vengeance. Seulement, je ne voudrais plus jamais que cela se répète. Vous savez, le militaire, il est formaté à l'extrême pour donner la mort. Nous, les médecins, nous sommes formatés à l'autre extrême pour donner la vie, pour sauver la vie. Les militaires, je n'en tiens pas rigueur, sauf à un seul. Pas parce qu'il est militaire, mais parce qu'il a failli à son serment d'Hippocrate. Quoi qu'il soit militaire, il a failli à son serment d'Hippocrate. C'est à lui seul que j'en veux. Donc, c'est qui? C'est l'actuel colonel Diaby, qui est là, ancien ministre de la Santé. Ok. C'est à lui seul que j'en veux. Pas parce qu'il est militaire, mais parce qu'il a failli à son serment d'Hippocrate. Je viens dans les détails. D'abord, le 28 septembre 2009, à 5h40, à peine je finissais de dire Assalamu alaikum. On va attendre le détail juste à la reprise, puisque la régie déjà me fait signe que c'est la pause. Exactement, c'est que Keita souffrait qu'on parte à la pause. L'invité, il est là. Comme la fois dernière, on demandera au directeur d'antenne de rallonger le débat pour nous avec notre invité qui vient de faire une grande révélation dans cette émission Refaire le Monde. Cette femme dont la photo tourne en boucle, dont les habits
sont en train d'être déchirés, étaient en train d'être déchirés par les hommes en uniforme, c'est bien sa femme. Les détails, on les aura. Les détails, on les aura tout à l'heure. On va donc partir à la pause, on se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat. La team ORLM refait le monde avec vous sur Joma TV. Et tout le réseau synchronisé de Joma FM. Aboubacar Condé, Lamine Moniouma Sissé, Sanso Bari, Sekou Keïta, Fadouba, Baïla Traoré, Mohamed Ali Condé, Cheikh Sadi Boundoy, Massouma et Habib Marwan. vous donne rendez-vous du lundi au vendredi De 17h à 19h dans ORLM, votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Retour ici dans ce studio, sur ce plateau, l'émission reprend ses droits. Habib Marwan vient de m'envoyer ce message selon lequel le remplaçant de Israël Pogoumou à l'abbé a pour nom Maurice Onivogui. Il est l'oncle maternel direct donc de Pogoumou, celui qu'il remplace. Donc l'invité, c'est bien Dr Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP, Alliance pour le changement et le progrès. Aujourd'hui, il n'est pas là pour parler politique, mais pour nous expliquer de ce qu'il a vu, entendu, voire même fait lors de ce grand massacre survenu au stade du même nom, le stade du 28 septembre. Il avait commencé déjà à narrer ce qu'il a subi, vu, entendu ce jour-là. Oui, Dr Ben Youssouf Keïta, vous avez la parole. Donc, je disais que ce 28 septembre noir, à 5h45, à peine je venais de faire la salam alek, que mon téléphone crépita. Qui est au bout du fil, c'est mon grand frère paternel, un ancien haut officier de l'armée guinéenne à la retraite. Actuellement, il est malade. Je lui souhaite prompt rétablissement. Qui me dit, Youssouf, je dis oui, où es-tu? Je dis, je suis à la maison, je venais finir de prier. Il dit, bon, ne sors pas, ne va nulle part. La situation est très grave, ne va nulle part aujourd'hui. Donc c'était prémédité. Donc, je me lève du tapis parce que mon épouse n'a pas pu prier. Elle n'était pas dans les conditions de prier. Je lui dis, mon amour, il y a quelque chose de très sérieux. Si mon frère qui n'a pas l'habitude de me déconseiller m'appelle si tôt ce matin, c'est qu'il y a quelque chose de très grave qui va se passer. Militaire à la retraite. Militaire à la retraite. D'accord. Je lui dis, de toute manière, selon ce que je pressens, on risque de vivre encore janvier-février 2007. Parce qu'il y a une foule immense qui va sortir. Donc, tu vas rester toi à la maison ici. Si je ne reviens pas, occupe-toi de mes enfants. Il dit, mon amour ne va pas. Je dis, non, je ne peux pas ne pas aller. Je ne pourrai plus me regarder dans le miroir et je ne sais pas ce qui va arriver. J'aurai une prison de conscience. Je dis, il est 5h45. C'est aujourd'hui, personne ne sortira. Les rues seront vides. Laisse-moi donc aller rapidement voir. Et là, c'est nous. J'appartenais à l'UFDG. J'étais un des responsables de l'UFDG pour en parler. Elle me dit, mon amour ne va pas. Je dis, si je ne vais pas, je serai mort vivant. On se donne des accolades et j'appelle mon fils, Boubacar. Nous prenons le véhicule, comme il est bien costaud. Nous prenons le véhicule, nous allons. De chez moi à Lambagny, à Dixine, nous n'avons pas fait 15 minutes. Tombeau ouvert, sommes allés. Je suis arrivé chez Elaï Selou à 6h03 exactement. Les portes étaient fermées. Le gardien m'a ouvert la porte et je suis allé. J'ai trouvé que lui aussi, sûr et certain, il n'a pas passé la nuit dans les conditions normales. Il était assis dans son petit salon. Il n'a même pas pris son petit déjeuner. Il ne faisait même pas encore clair. Je lui dis, Président, je viens d'être informé que quelque chose de très grave va se passer. Qu'est-ce que nous allons faire? Il me dit,
il est informé. Mais à cette heure-là, on ne peut absolument rien faire. Les gens vont commencer à sortir déjà. C'était 6h déjà, 20. Bon, il faut qu'on aille. Il n'y a rien à faire. Nous sommes allés. Là, c'est Lou et moi. Où? Chez Jean-Marie Doré. Ça, c'était à quelle heure? C'était vers 7h10, 7h15. D'accord. À 8h comme ça. Nous sommes allés, nous n'avons pas déjeuné. Nous sommes allés. Nous avons trouvé là-bas les autres leaders qui nous ont rejoints. Sidia, Baouri, Mouktar. C'est Jean-Marie Doré. Nous trouvons Jean-Marie Doré vers 8h30, 9h, 8h30 déjà, pour dire, voilà, c'était pour le chercher afin que nous venions ensemble. Jean-Marie dit carrément, à la surprise générale, qu'il ne vient pas. On dit pourquoi? Moi, je suivais tout ce qui se passait, parce que j'étais le lieutenant de Selou. Et Baouri était là. Jean-Marie dit, bon, qu'il y a des missionnaires qui doivent arriver. Il doit les recevoir. Il voudrait les recevoir avec le collectif. L'ensemble des dirigeants, des responsables qui étaient là. Moi, je suivais tout et j'étais là. Mais il était déjà 9h. 9h s'approchait. On entendait déjà la clameur. Alors, entre-temps, Jean-Marie dit que Dadis dit de reporter. Comment est-ce possible de reporter? La clameur est déjà en train de venir. Depuis là-bas, on entendait déjà la clameur. La clameur de la foule. La clameur de la foule. Oui. Alors Jean-Marie dit, donc il ne va pas. Qu'il va rester pour recevoir la délégation qui allait venir. Nous sommes sortis. Sidia, Selou, Baouri, Mouktar, Lucien Fall. Et Mamadou, comment on appelle ce dernier? Silla. Aboubakar Silla. Nous sommes sortis, à peine sortis chez Jean-Marie Doré, au niveau juste de la Fondis. Nous avons vu Kegboro venir avec 2 personnes. Kegboro est venu. Donc il y avait Kegboro entre nous, parce que de là, on voyait déjà au fond la clameur, la foule. On voyait déjà au fond, vers l'esplanade, on voyait déjà une marée humaine. Kegboro vient, il dit, voilà, le président demande à ce que vous reportiez. Bon, les leaders répondent, ce n'est plus possible. Il dit non, il faut reporter. On a demandé de reporter à notre jour, il faut reporter. C'était plus possible. Sidia, c'est lourd. On dit carrément que ce n'est plus possible parce que déjà la population, on la voit devant. C'est ainsi donc que Kegboro s'est éclipsé. Entre-temps, Baouri me demande qu'il a soif. Au niveau de la Fondis, il dit qu'il a soif. Bon, je dis, alors, je vais aller chercher de l'eau. Pensant peut-être qu'il y aura des vendeurs ou des vendeuses déjà vers 9h dans les parages. Je vais vers là où il y avait les véhicules, là, où il y avait les véhicules à vendre, où il y avait les véhicules, jusqu'à ce niveau, je ne voyais personne. Mais entre-temps, au niveau des véhicules où on vendait les véhicules, je vois des militaires qui avaient pris complètement la corniche. Ça m'a tiqué déjà. Ça signifie que, immédiatement, j'ai dit, nous sommes déjà dans une nasse. Parce que je vois des militaires parsemés. Personne d'autre que les militaires. Alors, je reviens, je dis à Baouri, il n'y a pas eu d'eau. Je n'ai pas vu à personne. Déjà, j'étais psychologiquement préparé à subir un traumatisme. C'est ainsi que nous sommes allés. Et comme ça a été décrit, nous sommes rentrés au stade. Quand nous sommes rentrés, l'esplanade, si vous regardez les images, je suis même dans les images, il y avait, à l'époque, c'est le Traoré, comment on appelle Tidjane Traoré, que je connaissais. RPG, que je connaissais parce que nous avons tous été des fidèles de Sékou Touré. Donc je reconnaissais Tidjane Traoré. Mais Diané, je ne le connaissais pas. Docteur Diané. Fidèle. Voilà. Donc il y avait alors. De qui?
Il y avait non seulement donc Tidane Diané, il y avait Baouri, il y avait Dounseni Fall, il y avait Silla, Babouakar Silla, le porte-parole, il y avait Selou Dalin, il y avait le président de l'UFR, Sidia Touré. Moi, j'étais dessous. Les leaders étaient arrêtés. Ça, c'est dans les environs de 10h, 10h30. Nous restons la liesse, les gens en train de danser, de chanter, certains en train de prier. Sur la pelouse. Sur la pelouse, nous le voyons. On a vu ça. Et on s'apprêtait même, les leaders s'apprêtaient à tenir le discours, quand subitement, nous avons senti un gaz inhabituel. C'était ma première fois d'humer le gaz lacrymogène. Nous sommes tous étonnés d'où ça venait. Nous ne connaissions pas. Moi, je ne connaissais pas le gaz lacrymogène. C'était ma première fois. Il y a Dr Saliou Bella qui est venu avec la feuille de tisane pour nous mettre au nez. 15 à 20 minutes après, nous voyons déjà les gens qui tombaient comme des mouches. Sidia s'exclame, mais ils sont en train de... C'est l'hystérie ou ils sont en train de faire quoi? Moi qui suis médecin, j'ai dit non. À Sidia, j'ai dit non. Ils sont morts. On est en train de les tuer. Parce qu'on entend de là-bas, on ne peut pas entendre les coups de... On ne peut pas entendre les coups de fusil. Parce qu'il y avait une grande... Voilà. On voyait seulement les gens tomber. De loin, quoi, vous les voyez tomber. Oui, de la tribune, on voyait les gens tomber. Mais déjà, comme on avait humé le gaz lacrymogène, ça nous a fait dire directement qu'ils étaient en train de tirer sur les gens. Et donc, ils tombaient, ils mouraient raides. Et avec la panique qui s'est installée, chacun allait de son côté. Nous sommes restés. La tribune s'est complètement vidée. Nous sommes restés. On n'a pas cherché. Ali Kondé, je ne sais pas où il est parti. Il y avait Elhadj Djouma de Mali qui était avec nous. Je ne sais pas où il était parti. C'est eux que je connaissais. Qui a été préfet sous la oui. Donc, un des vice-présidents. Exactement. Donc chacun cherchait à aller pour se sauver. Donc c'était une véritable débandade. C'était une débandade terrible. Ouais. J'ai vu des choses extraordinaires. Donc, nous sommes restés calmes. Pendant la descente, qu'est-ce que nous voyons? La descente de la tribune. Nous marchions maintenant parce qu'on ne savait plus aller. C'était une débandade totale. Qu'est-ce qui arrive? Comme j'étais avec Selou, je vois un monsieur jeune, qui devait être entre 25 et 30 ans, pas plus. Un peu chétif, taille moyenne, qui vient encagoulé, avec cagoule rouge. On voyait que les deux trous, complètement cagoulés. Il vient, moi j'étais avec Selou, par les autres, je ne sais pas où il partait. Il a dit à Selou de descendre. Selou dit non. Et subitement, il remonte. C'est là où il s'est attaqué à lui comme une fauve. Hein. Et moi, la manière dont j'ai vu, féroce, donc. Comme une bête féroce. Et là, vraiment, imagine-toi un paracommando qui s'attaque à une personne de ce gabarit. Comment c'est qui est arrivé? Un fonctionnaire. L'esplanade était vide, complètement vide. Ah, vous étiez donc les derniers à quitter non, parce que lieux. Oui, d'abord, c'était quand il y a eu, les gens ont commencé à tomber, il y a eu la fumée, gaz lacrymogène, il y a une haie qui s'était formée, des jeunes qui ont compris qu'il allait y avoir quelque chose, ils ne savaient pas si c'est les militaires qui venaient pour protéger les leaders, nous étions là. Mais après, au fur et à mesure qu'ils voyaient que les gens tombaient, chacun s'est sauvé. Ouais. Chacun a cherché à sauver sa tête. Donc, nous sommes descendus un peu. Le monsieur dit à Selou de venir. Selou n'est pas venu. Il est venu. Voilà. Ce qui s'est passé, la conséquence, on a vu Selou les côtes cassées. Alors moi, quand j'ai vu ça, comme on dit, j'ai compris que c'était fini pour nous. Il n'y a plus d'autre sortie. Le vent qui a emporté le pylône, le mortier ne va pas aller sur le pylône. Oui. Donc, très calmement, comme j'étais préparé psychologiquement et moralement, parce que ce n'était pas la première fois d'échapper à la mort, j'étais préparé psychologiquement, je suis descendu tout doucement, sorti
pour aller vers le petit terrain. C'est entre-temps que j'ai vu on venait avec Jean-Marie Doré, je l'ai vu, tenu par des militaires ou par des, je ne sais pas, mais en train d'être traîné vers où nous ne savons pas. Donc nous avons traversé, j'ai traversé pour aller au niveau du petit stade. Au niveau du petit stade, c'est là où j'ai remarqué des jeunes sur les cassia, sur la toiture du palais du basket, de basket. Les gens fuyaient un peu partout. Maintenant, on était devenus comme des bêtes traquées. La masse s'est agglutinée. Il n'y avait pas où aller. Alors, pour nous, après ce qu'on a vu au stade, on allait tous mourir. C'est en ce moment que je me suis dit, voilà, c'est clair que je vais mourir, mais je ne vais pas mourir dans l'anonymat. Parce que nous étions nombreux. On pouvait dépasser 1000 personnes. Traqués derrière, traqués devant, on s'est arrêté. Il n'y a pas où aller. Autrement, pris entre deux feux. Pris entre deux feux. Ouais. Bon, j'ai décidé au moins que je sorte du lot pour que quelqu'un au moins me voie tomber. Ainsi, si lui il arrive à survivre, il pourra dire j'ai vu le docteur qui est tombé. Pas pour moi, déjà, c'était fini. Pour moi, c'est lui est mort. Puis c'est fini. On ne l'a pas laissé, on ne laissera personne. Donc, je fais. Tout le monde est arrêté. Je fais 2, 3. Je récite naturellement comme si musulman Ayat al-Kursi. Ok, j'ai pris 2. Je sors. Une sourate de protection. Oui, je sors. Mais pour moi, voilà, bon, instinctivement, peut-être ça pouvait me protéger. Mais quand même, l'objectif, c'était si je tombais, que quelqu'un me voit. Effectivement, dès que j'ai fait 3, 4 pas, il y a M. Aliouba, honorable Aliouba, ancien fédéral de l'UFDG de Ratoma, qui m'a ailé. Docteur. Mais déjà l'adrénaline était là, c'est fini, j'étais décidé et je m'étais détaché du lot. Les militaires étaient devant. Eux-mêmes, ils étaient ébahis, ils ont arrêté un peu. Il y avait comme 40 mètres entre nous. Je suis arrivé, le monsieur me dit, vous êtes qui? Ils ont arrêté de tirer. Pendant que la débandade, les enfants étaient en train de monter parmi le groupe, le groupe de la troupe était arrêté, ils ne savaient pas où aller. Il me dit, vous êtes qui? Je dis, je suis médecin. Qu'est-ce que vous faites ici? L'autre, il me prend. Nous sortons par la petite porte pour monter dans le camion. Il y avait un camion garé. Direction vers la ville. Un camion militaire garé. Il y avait déjà des gens là-dedans. Et j'aurais appris après que c'est dans ça. Et là, Djouma, ancien préfet, était. Et il l'a envoyé au Camboire. Je dirais comment lui il a été sauvé. C'est pourquoi il est bon d'être gentil. Lui, il a été préfet à Kerouané. Et un des gardes qui était avec lui là-bas, il l'a trouvé au Camboiro. C'est ce dernier qui l'a aidé à s'en sortir. Donc, le monsieur me dit de monter. Je n'ai pas accepté de monter. Ils prennent un gros bois. Un gros bois pour me taper, pour casser ma tête. J'ai mis ma main là. C'est ce qui a cassé. C'est ce qui a fracturé mon doigt. Oui. C'est ce qui a fracturé mon doigt. Oui, c'était pour la tête. C'était pour la tête. Oui. C'était pour la tête. Il y avait le bois qu'on appelle en sous la Kinsi. Le bois de... Bois de chauffe. Bois de chauffe là. Mais il a frappé un militaire gros, grand, fort. Je n'ai pas reconnu sa figure parce qu'il y avait l'adrénaline. Mais j'ai vu, il était grand, fort. Trapu. Il ne portait pas de béret rouge. Il portait même un casque militaire. Comme s'il allait en guerre. Il m'a frappé. J'ai mis là. J'ai senti mon doigt est cassé, mais je n'ai pas senti de douleur. J'ai continué, il m'a frappé dans le dos. Il a fait une grande balafre dans mon dos. Ça, comme je ne suis pas monté, j'ai vu qu'ils étaient occupés à autre chose. À tirer, à tuer. Et moi, j'ai continué. Donc vous avez vu les gens tomber? J'ai vu les gens tomber comme des mouches. Je n'ai pas vu de femmes violées. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas vu de femmes violées. Mais j'ai vu des gens tomber comme des mouches. Les bérets rouges, les gendarmes. Oui, tout était mélangé. Bérets rouges, policiers, tout était mélangé. D'accord. Donc ça, j'ai eu le temps de les voir. Alors donc, je continue. Vous savez, avant, il y avait une station de bus. Quand vous sortez au stade là. Sur la terrasse. Sur la terrasse, il y a une station de bus de l'autre côté. Absolument. Nous sommes allés, il y avait un civil là, avec des militaires. Comment je dépassais la route, je suis arrivé là. Lui, il m'arrête. C'est lui qui a sauvé ma vie là-bas.
je ne l'oublierai jamais. Il me prend, d'abord avec un ton vraiment très péjoratif, il dit certains mots que je ne vais pas dire, parce que c'est très sensible. J'ai dit non, je ne suis pas ça. Alors, vous comprenez ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, il vous a assimilé à... Exactement. Alors donc, il m'a laissé, j'ai continué. Maintenant, j'allais pour rejoindre Dixine, la maison de Célou. C'est là-bas nous sommes venus. En allant, comme pour aller à l'Andrea, vers chez les sultans là, il y a un jeune qui est sorti, parce que c'était vide. Il m'a vu ensanglanté, semi-déchiré. Il m'a pris, il m'a fait rentrer dans une maison. Je suis rentré là. C'est là où j'ai commencé à sentir la douleur. J'ai senti que mon bras était cassé, vraiment, maintenant. J'ai senti que je saignais au dos. Ils m'ont donné des habits, je me suis lavé. Je suis resté là. Ça, c'était aux environs de quelle heure? Aux environs de midi. D'accord. Midi 13h. Je suis resté là, j'ai appelé ma montre et tout déjà. Donc, je suis resté là. Et ils m'ont envoyé chez une vieille à côté pour tirer les mains. Une praticienne, toujours dans le même bled. Je suis revenu, je suis resté là. Où aller? Que faire? Je ne savais pas à l'époque encore que ma femme était venue. Vous allez savoir comment j'ai su que mon épouse était là. Mon garçon, lui, qui m'a conduit, Boubacar, je ne savais pas où il était. Est-ce qu'il était parmi de ceux qui sont morts ou pas? Mais je suis resté. J'ai eu un coup de fil, heureusement. J'avais le téléphone. Lui, il était dans ma poche. Ma montre il était, mais le téléphone était dans ma poche. J'ai eu le coup de fil. Qui m'appelle? C'est Hadji Alimatou. Il me dit, où tu es? J'ai dit que je suis à Dixine. Il me dit, ah, maman aussi était venue. J'ai dit, maman, c'est mon épouse. Elle était venue? Elle dit, mais ne t'inquiète pas. Rien ne l'est arrivé, me dit-elle. Son histoire était horrible et c'est pour elle que je témoigne. Donc, je suis resté là. Directement, Hadji Alimatou, qui je rends vraiment hommage, s'est arrangé à envoyer la Croix-Rouge venir me chercher. Dans les années de 13 à 14 heures, la Croix-Rouge est venue me chercher là où je n'étais pas, j'ai indiqué. On m'a pris maintenant, on m'a envoyé à Donka. À Donka, qu'est-ce qui arrive? J'ai beaucoup de personnes couchées. Malades, blessés, des femmes, des hommes, des vieux. Donc, c'est à Donka, vous avez vu des femmes violées? Vous avez vu des femmes qui... Oui, elles étaient couchées. Je ne peux pas là-bas savoir qu'elles étaient violées. D'accord. Mais c'était des traumatisés qui étaient tous là. Ouais. Moi, j'étais parmi eux. Mais comme moi, je tenais debout, je me suis assis sur le banc. C'est entre-temps que le ministre Diaby est venu. Voilà pourquoi, lui, je ne le pardonne pas. Pas parce qu'il est militaire. Qui nie tout, là. Parce qu'il est... Il est médecin. Il est médecin. Pourquoi? Parce qu'il est venu, les malades, les blessés, couchés, étalés un peu partout, il devait avoir de l'empathie. Mais au lieu d'avoir l'empathie, de la pitié, au contraire, il a vu de la haine. C'est inacceptable pour un médecin. Comment ça? Au lieu d'avoir de la pitié, il réprimandait. Pourquoi vous êtes sorti? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Le médecin ne fait pas ça. Donc il n'y a pas eu de la pitié. Est-ce qu'il n'a pas été dépassé par la situation? Ou bien être dans l'esprit du CNDD? Voilà, vous comprenez? Et on a vu certains, les gens commençaient à courir parce qu'on prenait certains pour aller. Et c'est là que j'ai eu une grande chance aussi. Parce qu'ils prenaient des gens pour sortir avec eux. Pour les amener où? Oui, je ne sais pas, moi j'étais assis là. Les militaires? Les militaires. Donc les militaires sont venus? Oui, ils sont venus jusqu'à l'hôpital Donka. Aux urgences Donka. J'étais là. Ça, il était quelle heure là? Il était vers 14h comme ça. D'accord. Ayant vu ça, heureusement, les médecins qui étaient de garde, il y a un qui était d'astreinte, Dr Kouyaté. C'est lui qui était d'astreinte. Et c'est un garçon qui a travaillé avec moi à Arrêt d'Or. Il était médecin à une pharmacie
à Arédor à Badankoro. Lui, il m'a vu, il est venu vers moi, avec un jeune qu'on appelle Dr Mousto. Il était étudiant à l'époque, maintenant il est un spécialiste en orthopédie. Ils sont venus, et voyant ce qui est en train d'arriver, ils m'ont dit, docteur, voilà ce qu'on va faire. Comme vous êtes médecin, venez, on va vous habiller en blouse blanche. Ce qui m'a sauvé. On m'a donné, ma main cassée, on m'a donné une blouse, j'ai porté, et je me suis confondu. Donc même à l'hôpital, on n'était pas en sécurité. Même les gens étaient traqués. Les gens étaient traqués. Même à l'hôpital. Les gens étaient traqués. C'est extraordinaire. Alors, mais pire encore, ils sont venus jusque voir. Ils ne savaient pas maintenant que j'étais, pour moi, je suis médecin, ceux qui étaient entre la vie et la mort, qui étaient en réanimation. Ils sont venus jusque là. Qui étaient en coma. Oui. Pour les prendre. Certainement pour les achever. Pour les achever, peut-être. Alors, ceci étant, nous sommes restés là. J'ai passé la nuit. Parmi ces médecins. Jusqu'au matin. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas eu les nouvelles de votre femme? Je n'ai pas eu encore les nouvelles de ma femme. Alimante me dit seulement qu'elle n'a rien, mais n'a pas voulu rentrer dans les détails. Il y a qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Au petit matin, on me dit, Alimante m'informe que madame est à Pasteur. À la clinique Pasteur, où ils ont envoyé ses loups, où elle-même elle était. S'arrange à m'envoyer un véhicule, je vais à la clinique Pasteur. Toujours c'est Alimatou qui fait ça. Voilà, c'est Alimatou qui arrange. C'est pourquoi je l'assurais totalement reconnaissant. Absolument. Donc j'arrive là, je vois mon épouse, mais comment on appelle ça, habillée, dans un état, oui. Habillée n'importe comment. C'est-à-dire, ce n'est pas ses habits, ça j'ai compris. Elle est sortie, selon elle, en jean, et puis en jean, chemise ouais. Avec la petite voiture, qui sort même souvent à la télé, une voiture Golf, couleur argent. Donc, je vois mon épouse, et ensuite, je vois, elle a ses loups, la tête blessée, et la côte fracturée. J'ai compris qu'il est en vie. Il m'a montré les clichés. Ils avaient dit 3. J'ai dit, voilà, c'est moi qui regarde, j'ai vu le 4e. J'ai dit, vous avez 4 côtes cassées. Maintenant, mon épouse, je viens, je la trouve. Je dis, mais je t'ai dit de ne pas sortir. Comment tu as laissé les enfants là? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester, sachant peut-être ce qui pouvait m'arriver. Elle a préféré me suivre. Alors, elle m'a raconté son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, quand ils sont venus, elle était avec Alimatou. Chacune a cherché. C'était le sauve qui peut. Alimatou même a été blessée. La sœur d'Alimatou a été blessée. Madame, en essayant de se sauver, elle a été dans le sauve qui peut. Elle a été prise par les militaires. C'est là où on voit. C'est là où on a fumé. Elle, c'est pas dehors. Celle qu'on a pris dehors, c'est Madame Barry. Madame, c'était à l'intérieur. Du stade. Sur la pelouse. Ils l'ont déshabillée. Comme elle est née. Ils ont voulu la violer. Malheureusement pour elle, elle était pendant ces périodes. C'est ce qui a sauvé. C'est ça qui a fait qu'ils ne l'ont pas violée. Parce qu'effectivement, elle n'a pas pu prier avec moi. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Effectivement. Oui. Mais c'est ça. Ouais. Donc maintenant, ayant vu cela, ils étaient dans tout leur état. Et c'est en ce moment, dit-elle, Kegboro est rentré. Moi, je n'ai pas vu Kegboro. Quelque part, le passe de Kegboro l'a sauvé la vie. En ce moment, elle venait. Donc, Kegboro a sauvé la vie. Oui. En ce moment, elle venait. Kegboro est venu. Kegboro a vu cette scène parce que c'était une scène surnaturelle. C'est pourquoi les gens ont eu le temps de voir et de prendre des photos et d'en parler. Kegboro est venu, selon ce qu'elle me dit, l'a trouvé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, elle était complètement comme elle est née. À côté d'elle, il y avait une femme qui avait été violée, tuée. Kegboro a pris le pagne de celle-là
l'a jeté là-dessus. Mais Tchegoro n'a jamais reconnu ça, qu'il a vu des femmes violées. Si. Mais c'est pas non, il a dit une fois que comment quelqu'un, ça demande une préparation psychologique lorsque vous devez faire. Il a dit ça une fois. Selon ce que madame m'a dit. Donc ce n'est pas possible parce que... Selon ce que madame m'a dit, la femme a été... ma femme a suivi. Contredit là. Non, ma femme... En direct. Non, peut-être lui n'a pas vu. Non. Mais ma femme... peut-être au moins il venait. Voilà. Parce que mais la femme était couchée. Elle a vu le corps. Oui, le corps était là. Ouais. C'est là même qu'il a pris. Il a dit qu'il n'a pas vu le corps. Il a même dit une fois que c'était pas possible parce que lorsqu'il est question de violer, que ça demande une préparation psychologique. Quand vous voyez quelqu'un nu, il faut qu'il y ait érection et tout. Prenez une personne toute nue de quelqu'un. Vous devez savoir que c'était pour la violer. Donc il ne peut pas dire à la barre que ce n'était pas possible. Donc ça c'est très grave. Il a pris le pagne là, il l'a donné à madame. À votre femme, oui. À madame. Mais celle-là l'a supplié. Mais entre-temps, celle-là l'a supplié de la sauver. Entre-temps, selon ce qu'elle raconte, le garde-corps de Keboro l'a donné une grande paire de gifles. Elle a perdu connaissance. Devant Keboro? Keboro a continué. Ah, d'accord. Il a continué. Keboro l'a laissé? Oui, il l'a laissé, il a continué. Ah, il ne l'a pas sauvé. Non, il ne l'a pas sauvé. Je retire. Non, il ne l'a pas sauvé. Sa présence a mis un peu à dissuader. Différer un peu. Comme il y avait plusieurs autres cas, ça peut être ça aussi. Il a continué. Keboro a continué. Parce que son garde-corps, comme par-il, elle a pris le pantalon de Keboro pour le supplier. Son garde-corps l'a giflé. Elle a perdu connaissance. Keboro l'a laissé. Keboro a continué son chemin. Keboro continue son chemin. Donc, après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là-bas, il y a un vieux. Parmi le lot des militaires, maintenant, il y a un qui est le vieillot qui prend la main. Écoutez bien, il le prend la main. L'accompagne, il dit: ma fille, si tu restes là, on va t'achever. Un militaire. Un militaire. Un militaire. Elle me dit, un peu vieillot, qu'il a pris la main, sortir avec elle, derrière le stade. Comme c'était vide, il n'y avait personne. Elle a marché. Vous savez, quand vous allez vers Madina, là, quand vous sortez, vous voulez aller vers Madina. Quand vous sortez du stade, la première bifurcation à gauche. Voilà. La route là. Qui passe devant la pharmacie. Exactement. Non, voilà. Vous allez vers le pont, mais dès que vous sortez, vous savez, il y a une ruelle à gauche. Oui, à gauche. La première ruelle à gauche. C'est ça. Donc c'est là, elle a pris. Ils sont allés dans une famille. Comme toutes les portes étaient fermées, une porte était fermée, elle est allée. Toutes les portes étaient fermées. Donc, elle est tombée devant une porte là-bas. Un des portails. Ceux-ci l'ont fait rentrer. Et c'est là qu'ils l'ont habillée. La tenue qu'elle avait là, c'était une robe là. On l'a habillée. Voilà, c'est Alimatou qui s'est arrangé à la faire partie maintenant. Et comment Alimatou a su qu'elle est encore dans cette cour là-bas? Oui, certainement avec le téléphone. Peut-être. Sûrement, elle a pris le téléphone, connaissant le numéro exactement, de exactement. Parce qu'elle avait son téléphone. C'est elle qui m'a sauvé en envoyant les gens me prendre pour m'envoyer là-bas. Donc, nous sommes allés maintenant. Je suis allé maintenant à Pasteur. J'ai vu ses loups. Entre-temps, en sortant, j'ai vu celui qui était porte-parole du gouvernement là. Aboubakar Silla? Non. Le porte-parole du gouvernement là. Non, oui. Le frère de Marwan. Tibou Kamara, qui était là. Il était où? À l'hôpital. À l'hôpital, il est venu s'enquérir de l'état de ses loups. Puis j'ai vu aussi à côté de madame pour la consoler. Et là, nous sommes restés jusqu'à 17h40. On nous a donné un véhicule. Vous êtes la mémoire. Alimatou. Un véhicule pour nous. Madame question... et moi, nous sommes rentrés à la maison. D'accord. Donc voilà, c'est l'histoire. Alors, à l'hôpital, quand le colonel est allé vous trouver à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver les gens? Rien. Il est retourné pour laisser les gens? Il n'a rien fait pour sauver les gens. Il n'a absolument rien fait. C'est ça. Et tout le temps que vous avez passé, comment se faisait la prise en charge? Voilà. Je suis resté, comme Dr Kouyaté est venu, il m'a reconnu. Directement, il a envoyé le jeune Mousto, qui était étudiant, c'est quoi, 3e ou 4e année. Ce dernier m'a conduit pour aller faire la radiographie. On m'a envoyé faire la radio.
nous étions en salle d'urgence, nous sommes sortis traverser traverser la cour, aller faire la radio. Et c'est la radio qui a montré la fracture. Et quand je suis venu avec ça, c'est l'opportunité qu'on a profité pour m'habiller maintenant en blouse. Mais le colonel, il est venu avec des hommes, il n'était pas armé, mais il n'a pas tenu l'attitude ou le discours qu'un professionnel doit tenir dans des conditions pareilles. Les militaires, vous savez, l'homme est un animal pour l'homme. Dans certaines situations, ils deviennent des diables. Un loup même. Et l'homme est un loup pour l'homme. Ouais. Les militaires qui ont tiré, qui ont tué, c'est pour cette raison que je dis, je n'ai pas de haine. Est-ce que dans votre périple, la dernière question que je pose, excusez-moi, est-ce que vous avez reconnu des visages militaires du stade jusqu'à l'hôpital? Est-ce que vous avez, à part Keboro, certainement que vous avez vu passer? Moi, je n'ai pas vu, c'est madame qui a vu Keboro. Et qu'il n'a pas sauvé? On ne l'a pas sauvé. Qu'il a laissé dans la détresse. Qu'il a laissé dans la détresse. Dans la gueule de l'eau. Elle a témoigné, ça y est, dans le FIH, avec les droits de l'homme, de telle sorte que elle a été tellement traumatisée par les bérets rouges. Voilà. Elle a été tellement traumatisée par les bérets rouges qu'elle ne pouvait plus voir un béret rouge. À n'importe quel moment, quand elle sortait, elle voyait un béret rouge, c'était la crise. J'ai été obligé, effectivement, de la faire partir en France. C'est là où elle vit maintenant avec les enfants. Jusqu'à présent, elle n'ose pas venir ici voir un béret rouge. Si elle doit venir, ici en Guinée, elle ne rentre pas. Je vais la voir en Sierra Leone. Voyez-vous? Jusqu'à présent. La même manière que jusqu'à présent, j'ai mal, moi. Je suis chirurgien, j'ai toujours mal. La preuve, pour prier, je ne peux pas faire comme ça, je suis obligé de faire comme ça. Mais, pour nous, nous sommes en vie. Ceux qui sont morts, c'est ça. Et c'est pour eux que je témoigne. Alors, par rapport à ce témoignage, on a parlé aussi de la présence de certains... Quelqu'un, celui que j'ai reconnu, l'unique militaire que j'ai reconnu, c'est le colonel. Parce que j'ai eu le colonel, c'était ministre de la Santé. Lui aussi, à l'hôpital. À l'hôpital et à l'hôpital. Voilà. Sinon, tous qui étaient là, tous étaient cagoulés, on ne peut pas les dévisager. Non, il y a un seul qui était cagoulé. C'est celui qui est venu s'attaquer à ces loups. Celui qui est venu s'attaquer à ces loups. C'est lui qui était cagoulé. Il avait les cagoules rouges. Là, je l'ai clairement identifié. Comme vous avez eu l'impression qu'il l'ai appris après en mission commanditée. Voilà. Vraiment, il voulait en finir avec lui. On a appris qu'il y avait des civils qui étaient aussi dans la foule. Les infiltrés. Des infiltrés qui venaient avec des gourdins. Est-ce que vous avez vu d'autres personnes qui ne soient pas en tenue militaire, mais qui agressaient? Oui, celui qui m'a sauvé la vie, par exemple, le dernier qui m'a sauvé la vie, sous le hangar, était un civil. Mais ceux qui agressaient à l'intérieur, je ne peux pas identifier de civils. C'est des militaires. Je ne sais même pas comment les gens, pour nous, les gens, on entend, maintenant quand j'entends les crépitements de balles. Donc ils tiraient à bout portant tout ce qui bougeait. Voilà. Ouais, docteur, donc en vous écoutant, du coup, je comprends, rectifiez-moi si c'est le cas, que votre épouse, du coup, n'a pas été entendue ici par... Elle a été entendue. Par les juges d'instruction. Non, parce qu'elle est en France. Oui, justement. Donc elle n'a pas été entendue. Et vous, avez-vous été entendu et comptez-vous témoigner au fait à la barre, à l'audience? Comme j'ai témoigné ici, je suis prêt à le faire pour la mémoire de ces personnes tuées. Surtout, il y a eu un visage qui me revient toujours. C'est celui qui était devant tout le monde, jeune, teint clair, un peu chauve, qui priait. Je ne l'ai plus jamais revu. Lui, je sais qu'il est mort. Et je sais que le fils de Mme Asmao est mort de manière atroce. Et c'est chez moi même que Mme Asmao et un groupe sont venus pour faire la VIPA. Nous avons décidé que Mme Asmao soit la présidente de la VIPA, assurant des victimes, des parents de victimes. Le 27 septembre. Ainsi, c'est horrible ce que nous avons vu. En termes, moi je ne pourrais pas dire que j'ai vu qu'on poignardait les gens ou non, qu'on violait, non. Mais j'ai vu que les gens tombaient comme des mouches.
on tirait, c'est-à-dire sur tout ce qui bougeait. Vous êtes d'accord avec M. Fall qui dit que le nombre de victimes est sous-évalué, qu'il devait en avoir beaucoup plus? Il est largement sous-évalué. Je vous dis, là où moi j'étais, où nous étions rien qu'au petit terrain. Il nous dit que les gens tombaient comme des mouches. Ils tombaient comme des mouches. Là, mon garçon, vous avez pu évaluer à combien le parcours? Le parcours. Parce que les chiffres officiels parlent de 57 morts, 156 femmes violées. Là. Et qui tenez-vous pour responsable de ce massacre? Mais c'est le régime en place, à l'époque, le CNDD. C'est clair, c'est le CNDD, ce sont eux. Pourquoi ils ont envoyé les militaires? Pourquoi ils ont envoyé les militaires? Eux, ils parlent d'un complot. Vous êtes médecin, est-ce que vous avez appris peut-être qu'on est allé, comme ça se dit, qu'on est allé prendre des corps pour aller les enterrer dans les fosses communes? Est-ce que vous avez pris connaissance de cela? J'ai ouï dire, mais je ne peux pas témoigner. D'accord. Mais eu égard au nombre de personnes qui ont été tuées et les personnes qui ont été, le nombre de personnes, voilà. Si vous regardez bien dans la zone, en bas là-bas, je suis assis. Peut-être ils vont, voilà. D'accord, on va continuer. Donc, si vous voyez le nombre de personnes qui a été, le nombre de personnes tuées et le nombre de corps qui a été présenté, oui. C'est comme entre le jour et la nuit. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Imaginez-vous qu'il y a eu des disparus aussi. Je vous ai parlé de Elhadj Djouma, ancien préfet de Kerouané, qui a été au camp Boiro, avec des gens qu'on n'a plus retrouvés. Lui, il a eu la vie sauve parce qu'il a trouvé un de ses anciens garde-corps qu'il a sauvé. Au camp Kamayen. Au camp Kamayen, camp Boiro à l'époque. Vous comprenez? Donc, c'est sous-évalué. Mon épouse, elle a témoigné. Ça y est, c'est noté dans le livre comment on appelle, des droits de l'homme. Et purement et simplement, nous avons dit, nous, comme Dieu nous a sauvés, nous prions pour le repos de ceux qui ont perdu leur âme. Et que plus jamais ça ne se répète. La dernière question, oui. Le procès a débuté, cela fait maintenant 6 mois, il se poursuit au tribunal criminel de Dixine, délocalisé au niveau de la cour d'appel. Que vous inspire son déroulement? Est-ce que vous êtes rassuré, les différents témoignages, les différentes comparutions, surtout de ceux qui étaient à l'époque aux affaires, Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité, Abdoulaye Chérif Diaby et autres? Mais il y a un fait qui reste constant. Lequel? C'est qu'il y a eu des morts. Ça, c'est constant. Il y a eu des morts. Et on a humé le gaz lacrymogène. Et on a entendu des crépitements de balles. De balles, oui. Et nous avons des blessés. Et nous avons des personnes qu'on a fait monter dans le véhicule, qu'on a envoyé vers le camp Boiro. Des handicapés à vie. Où sont-ils? Alors moi, je dis, une fois de plus, je crois que les Guinéens ne sont pas revanchards. Nous ne sommes pas haineux. Nous sommes quelque part fatalistes. Mais tout ce qu'il faut, c'est que la vérité éclate et que les victimes soient reconnues, c'est-à-dire les victimes, les disparus, et soient dédommagés. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui sans papa, sans maman. Ils sont morts. Beaucoup sont morts jeunes, mais leurs parents existent.